C'est parti avec les 10 minutes sur le souffle. Top chrono.
Ok. Donc on parle du maître spirituel, guru en sanskrit, guna rupa. Au niveau étymologique, guna les qualités, rupa l'ou, la collection, rassemblement de énormément de qualités. Ce matin, on a vu en fait même les étapes avant même de s'engager dans la relation avec un maître spirituel. On a donc parlé à cette occasion de l'enseignant, au niveau enseignant comme on parlerait d'un enseignant à l'école. Donc là, l'enseignant du Dharma. À ce niveau-là, on avait vu que la personne, elle peut juste expliquer la théorie. Elle peut l'expliquer aussi et en avoir une certaine expérience et donc partager l'expérience. Après, il y a un autre niveau, certains lui donnent le nom d'instructeur au niveau du Dharma, où bien, là justement, il fait part de son expérience un petit peu, nous donne des outils déjà pour commencer un petit peu à avancer. Ensuite, il y a des personnes qui nous entraînent en termes de méditation un petit peu, etc. Donc on met en application certains outils, mais sans encore vraiment s'engager dans cette relation très particulière qui commence à partir du moment où on veut vraiment embrasser le chemin bouddhiste et donc par exemple vraiment intérieurement, officiellement, prendre refuge, prendre par exemple des vœux de fidèles laïcs à cette occasion. Et là, à ce moment-là, on commence à s'engager dans ce premier niveau de relation avec le maître spirituel, au niveau de la tradition pali, au niveau du chemin qui nous mène dans les renaissances favorables supérieures pour continuer à la pratique ou la libération. On a mentionné les 6 qualités qui étaient requises pour que la personne soit qualifiée. Ceux qui font les devoirs, qui répondront aux questions, quand la question, je ne sais plus la troisième peut-être ou un truc comme ça, demandera quelles sont les qualités d'un maître, c'est dans le contexte plus du Mahayana, donc les 10 qualités. Si vous vous rappelez, vous mettrez aussi ces 6. Ces 6 parce que en termes de cheminement, on a vu il faut y aller progressivement et il faut commencer la relation avec un maître à ce premier niveau. Donc il faut s'assurer que la personne ait bien les qualités nécessaires. Et ce matin, Emmanuel qui disait ouais mais comment on fait pour voir les qualités, si quelqu'un, c'est vachement dur de voir si quelqu'un a les qualités. On a vu qu'à ce niveau-là, c'est complètement du domaine du possible de se dire oui, cette personne effectivement elle a vraiment une très bonne éthique, oui, elle connaît vraiment bien toutes les règles justement de ce qui est à abandonner, ce qui est au contraire à cultiver. Oui, elle a des bonnes fréquentations, des amis nobles. Oui, elle est dans des attitudes compassionnées envers les malades, les nécessiteux. Oui, il ou elle fait des efforts pour faire des dons matériels ou spirituels. Et oui, c'est possible de voir est-ce qu'elle donne des bons conseils au bon moment. Donc après, on a développé aussi les qualités d'un maître en termes de cheminement jusqu'à l'éveil. Donc le maître qui possède les 10 qualités d'un maître qualifié au niveau du Mahayana. On a vu que si on ne pouvait pas trouver avec 10, il y en avait 5, 3. Donc ce matin, ceux qui n'étaient pas là, dès que ce sera disponible, je vous encourage à réécouter, parce qu'on a vraiment essayé de mettre le doigt sur le maître. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que, comme dit Olivier, souvent on Fantasyland, le maître, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Et trop souvent, en fait, on a une image, le maître, c'est quelqu'un de parfait qui a obtenu l'éveil, etc. Mais en réalité, le maître, c'est la personne qui nous permet de développer ses qualités intérieures, d'éthique, de concentration, de sagesse. Donc, il doit avoir les qualités qui lui permettent de faire ça. Mais très souvent, en fait, on n'est pas clair là-dessus. Et en fait, on pourrait trouver des maîtres. Mais comme on est dans Fantasyland,
on est trop dans une idée parfaite de ce que devraient être les choses, et des fois même, on se dit, ah ben telle personne, par exemple, hein, c'est mon maître, mais cette personne, bien sûr, peut-être elle a des qualités, mais elle est complètement inaccessible, etc. Donc en fait, est-ce que cette personne qu'on considère comme notre maître, elle nous permet d'effectuer ce travail intérieur de transformation? Non, parce qu'il n'y a pas tout simplement l'échange, hein, il n'y a pas la relation terre à terre qui nous permet de développer ces qualités. Donc, je pense que c'est important de replacer justement ce sujet du maître à un niveau aussi très terre à terre, humain, d'une manière concrète. C'est quelqu'un qui nous donne les moyens d'avancer, qui nous donne les outils pour avancer, qui d'une certaine manière nous suit, nous dit ça va pas. Après, hein, encore une fois, c'est quand on connaît le fonctionnement humain, on se dit ben, c'est facile hein, de plaire aux gens. C'est très facile. Hein. Ben, vous flattez l'ego, vous flattez les perturbations mentales des êtres et ils sont ravis. C'est aussi bête que ça. Hein. Ben, voilà. Et en fait, vraiment, dans ce que nous, on essaye de faire, est-ce que c'est ça? Non. Donc, on a vu ce matin hein, que le maître, ben, son boulot, c'était quoi? De nous montrer les travers, hein, de nous montrer les perturbations mentales, de nous montrer l'ego, et nous dit, c'est ça qui pose problème. Et ça, on s'en débarrasse comme ça. Donc, dans un premier temps, hein, peut-être que, oui, le maître, il va flatter notre ego, etc., parce que d'une certaine manière, ben, on va s'ouvrir, on va devenir réceptif. Hein, et puis, une fois que ben, voilà, on s'est ouvert, etc., on passe aux choses sérieuses. Donc, ça rentre dans la catégorie moyen habile. Vous savez, on a vu, hein, après les 6 perfections, il y a les 4 moyens de rassembler les disciples. Et le premier moyen, c'est de parler gentiment, etc., c'est de faire des cadeaux comme ça. Hop, la personne, elle devient réceptive. Et une fois qu'elle est réceptive, on peut donner. Si la personne n'est pas réceptive, on donne les outils. Elle n'est pas réceptive, elle ne les prend pas. Donc ça ne marche pas. Donc on a vu hein, les qualités qui faisaient qu'une personne était vraiment apte à nous mener à l'éveil au niveau des sutras. Et puis là, on va regarder ben, au niveau des tantras, quelles sont les qualités qui font qu'une personne est qualifiée pour nous montrer le chemin en s'appuyant sur les méthodes spécifiques du tantra. Donc il y a dans les textes au niveau du tantra, on parle de 13 qualités. Certaines de ces 13 qualités contiennent une liste d'autres qualités, donc ça va en faire plus en fait. Hein. La première, les actions, donc tu peux réécrire plus clairement tes notes, Philippe. Voilà, c'est ce que je vais faire. Les actions du corps, de la parole et de l'esprit sont parfaitement, complètement contrôlées grâce à la pratique de la discipline morale, de l'éthique. C'est-à-dire hein, toutes les actions, toutes les paroles et les aspects les plus grossiers en termes de fonctionnement mentaux, grâce à l'éthique, sont contrôlés et d'une certaine manière, on peut dire c'est tout simplement la personne, elle ne va pas s'engager dans les 10 actions non vertueuses du corps, la parole, l'esprit. Petit rappel facile, là, c'est quoi les 10 actions non vertueuses? Ne pas tuer. Ne pas tuer. Ne pas voler. Ne pas voler. Parce que voler, c'est pas beau. Ouais. Et mentir, c'est pas bien. Non, c'est pas ça la chanson. Pas de méconduite sexuelle. Pas de méconduite sexuelle, c'est les 3 du corps. Ne pas mentir. Ne pas mentir, les 4 au niveau de la parole. Pas de paroles divisives. S'abstenir de paroles qui divisent, hein. Des paroles mensonges, paroles blessantes, divisives, des propos futiles, 4e. Un peu laborieux quand même. Hein. Pourtant. Ensuite, hein, les 3 au niveau de l'esprit, convoitise. Non, mais en fait, c'est difficile parce qu'on a pris un petit encas. On a pris un petit encas là. Donc, c'est la digestion. Et il fait froid ici à Grand-Bois. Il fait froid. Alors, j'avais un copain moine. Il disait